13 juillet 1943. Le lieutenant Toshihiro Ura ouvrit son journal en cuir pour la dernière fois dans un bunker de fortune sur Manda Point, en Nouvelle-Géorgie. Ses mains tremblaient tandis qu'il écrivait à la lumière d'une bougie, non de peur, mais sous le poids de ce qu'il avait observé au cours des 72 heures précédentes. Les mots qu'il enregistra cette nuit-là resteraient cachés dans les archives du renseignement américain pendant des décennies, révélant une vérité sur la guerre du Pacifique qu'aucun des deux camps ne voulait reconnaître. Ce qu'il vit durant ces derniers jours remettrait en cause tout ce que la propagande japonaise et les récits alliés affirmaient sur la nature des combats aux îles Salomon. Le lieutenant Ura commandait un peloton d'infanterie renforcé défendant les approches ouest de l'aérodrome de Munda. Son unité était arrivée 3 semaines plus tôt dans le cadre de la tentative désespérée de la 8e flotte japonaise de tenir la chaîne des Salomon. Le journal qu'il tenait violait les ordres en vigueur. Les documents personnels étaient interdits pour éviter les fuites de renseignements en cas de capture. Pourtant, Ura écrivait méticuleusement chaque soir, documentant non pas des statistiques de bataille, mais la réalité humaine qui se déroulait autour de lui. Le 10 juillet, les forces américaines lancèrent leur poussée finale vers l'aérodrome. La position d'Ura faisait face à des éléments de la 43e division d'infanterie avançant à travers un terrain de jungle dense. Ses entrées de journal de séjour enregistraient quelque chose d'inattendu. Les soldats américains qu'il observait à travers ses jumelles ne correspondaient pas aux descriptions propagandistes que ces hommes s'étaient vus servir pendant des mois. Ce n'étaient pas les guerriers individualistes et téméraires décrits par le commandement japonais. Ils se déplaçaient avec une précision coordonnée, soutenus par une artillerie dévastatrice qui arrivait avec une régularité mécanique. Ce qui troublait le plus Ura, c'était ce qu'il constatait parmi ses propres hommes. Le journal décrivait leur détérioration physique avec un détail clinique. La malaria avait infecté plus de 60% de son peloton. Les fournitures promises par convoi naval n'étaient jamais arrivées. Les rations de riz avaient été réduites au tiers des portions normales. Ces hommes mouraient de faim dans une jungle qui aurait dû leur fournir de la nourriture, car il manquait d'énergie pour chercher et de connaissances pour identifier les plantes comestibles. Le 12 juillet, Ura reçut l'ordre de tenir sa position pendant encore 48 heures pour permettre l'évacuation de l'état-major du quartier général. Cette nuit-là, il écrivit une entrée décrivant le visage de ces hommes quand il transmit l'ordre. Il savait ce que cela signifiait. Aucun secours n'arriverait. Aucune évacuation ne les inclurait. Ils étaient sacrifiés pour gagner du temps et permettre aux officiers de s'échapper. Sa dernière entrée, le 13 juillet, contenait un seul paragraphe que les traducteurs américains souligneraient comme significatif quand le journal fut récupéré 3 semaines plus tard. « Nous mourrons non pas sous les balles, mais sous le poids de notre propre ignorance. L'ennemi ne nous bat pas avec plus de courage. Il nous bat avec des systèmes pour apporter de la nourriture, des systèmes pour soigner les malades, des systèmes pour faire parler le métal à leur place. Nous avons des âmes de samouraïs, mais ils ont des machines qui rendent ces âmes inutiles. » La bataille pour Manda Point représentait une phase critique de la campagne alliée pour neutraliser la puissance aérienne japonaise dans les Salomon. L'aérodrome de Manda était opérationnel depuis décembre 1942, offrant aux bombardiers et chasseurs japonais une base avancée pour menacer les voies de navigation alliées et soutenir les positions dans toute la région. Le contrôle de Munda modifierait l'équilibre de la supériorité aérienne dans le centre des Salomon. La campagne de Nouvelle-Géorgie commença le 30 juin 1943 lorsque les forces américaines débarquèrent sur l'île de Rendova pour établir des positions d'artillerie à portée de Munda. La garnison japonaise défendant l'aérodrome comptait environ 10 000 hommes, mais elle faisait face à des désavantages paralysants. Les lignes d'approvisionnement naval avaient été coupées par les attaques aériennes et sous-marines américaines. Le terrain de jungle qui aurait dû favoriser les défenseurs était devenu un piège, car la maladie et la malnutrition décimaient les unités plus vite que les combats. L'unité du lieutenant Ura représentait la composition typique des forces japonaises dans les Salomon mi-1943. Ces hommes étaient un mélange d'infanterie régulière et de remplaçants hâtivement formés.
Beaucoup avaient été transférés de la garnison de Mandchourie et n'avaient aucune expérience du combat en jungle ou des maladies tropicales. La structure de commandement japonaise supposait que l'esprit combatif et l'agression tactique compenseraient les pénuries de matériel. Le journal Dura documenterait les conséquences fatales de cette hypothèse. Les forces américaines avançant sur Munda employaient une approche méthodique qui contrastait fortement avec les tactiques japonaises. Plutôt que de se précipiter en avant, elles établissaient des lignes d'approvisionnement sécurisées, construisaient des hôpitaux de campagne et coordonnaient des bombardements d'artillerie massifs avant chaque avancée. Cette approche systématique frustrait les commandants japonais qui s'attendaient à des assauts rapides qu'ils pourraient contrer par des attaques surprises et des combats rapprochés. Ura observa ce schéma et en reconnut la signification. Les entrées du journal Dura de fin juin à mi-juillet 1943 offrirent aux officiers du renseignement américain une fenêtre sans précédent sur les opérations défensives japonaises et le moral. Le document fut récupéré le 3 août, lorsque des patrouilles de Marines sécurisèrent le complexe de Bunkers West où l'unité Dura avait effectué sa dernière résistance. Le journal fut trouvé dans une pochette étanche, aux côtés des effets personnels d'Ura et de ses documents militaires. Le processus de traduction révéla des détails qui remettaient en cause les hypothèses américaines sur l'efficacité militaire japonaise. Les analystes du renseignement croyaient que les unités japonaises maintenaient leur cohésion et leur capacité de combat jusqu'à leur destruction physique. Le journal Dura montrait une réalité différente. Son unité avait commencé à se désintégrer des semaines avant l'assaut final américain, non pas à cause des pertes au combat, mais à cause d'échecs systémiques dans la logistique et le soutien médical. Les entrées du début de juillet décrivaient la routine quotidienne d'une unité en déclin terminal. Les formations du matin révélaient des hommes trop faibles pour se tenir debout. Les fournitures médicales se composaient de bandages et d'iode. Pas de quinine pour la malaria, pas d'antibiotiques pour les plaies infectées, pas de plasma pour le traitement des chocs. Ura nota que le caporal infirmier de son unité s'était suicidé le 8 juillet après avoir vu 3 hommes mourir de dysenterie, une maladie traitable. L'infirmier avait laissé un mot disant qu'il ne pouvait plus supporter l'impuissance de voir des hommes mourir par manque de médicaments de base. Les approvisionnements en nourriture étaient devenus critiques dès la 2e semaine de juillet. Le journal documenta l'effondrement du système d'approvisionnement naval censé soutenir les garnisons japonaises dans tout l'archipel. L'unité Dura s'était vue promettre des livraisons régulières par les destroyers rapides, les convois Tokyo Express, qui avaient réussi à ravitailler Guadalcanal. Mais la supériorité aérienne américaine avait rendu ces trajets impossibles. La dernière livraison de ravitaillement que son unité reçut arriva le 24 juin, près de 3 semaines avant la bataille finale. Le journal révéla à quelle vitesse la malnutrition dégradait l'efficacité au combat. Au 10 juillet, Ura estimait que moins de 30 de ses 85 hommes d'origine pouvaient effectuer des tâches de combat. Les autres étaient incapables de combattre à cause de maladies, de malnutrition ou de blessures qui ne guérissaient pas à cause de systèmes immunitaires affaiblis. Il décrivit des hommes qui pouvaient à peine soulever leur fusil, qui s'endormaient pendant leur garde non par négligence, mais par épuisement, qui hallucinaient à cause de la fièvre et de la famine. Ce qui rendait les observations d'Ura particulièrement précieuses pour le renseignement américain était son approche analytique. Contrairement à la plupart des documents capturés centrés sur des détails tactiques ou une rhétorique de propagande, le journal Dura tentait de comprendre pourquoi son unité échouait. Il avait été formé à l'Académie impériale de l'armée japonaise et avait étudié l'histoire militaire et la logistique. Ces entrées comparaient les méthodes opérationnelles japonaises et américaines avec une clarté frappante. Le 11 juillet, Ura écrivit une analyse étendue des tactiques d'artillerie américaines. Il avait observé que les canons américains tiraient selon des horaires précis, coordonnés avec les mouvements d'infanterie. Les bombardements n'étaient pas du harcèlement aléatoire, mais des frappes soigneusement planifiées, conçues pour supprimer des positions défensives spécifiques avant les assauts. Il nota que les observateurs avancés américains communiquaient constamment avec les batteries d'artillerie, ajustant le tir en temps réel en fonction des effets observés.
l'artillerie japonaise, quand elle était disponible, tirait des barrages prédéterminés sans mécanisme d'ajustement. Le journal décrivait l'impact psychologique de cette approche systématique américaine. Les hommes d'Ura avaient été entraînés à s'attendre à des attaques ennemies agressives qu'ils pourraient rencontrer par des contre-attaques et des combats rapprochés. Au lieu de cela, ils faisaient face à un ennemi qui avançait lentement, méthodiquement, derrière des murs de tirs d'artillerie et de frappes aériennes. Il n'y avait aucune opportunité pour la bataille décisive au corps à corps que la doctrine tactique japonaise privilégiait. Les Américains avançaient simplement, en pilonnant, détruisant les positions défensives avec une puissance de feu écrasante avant même que l'infanterie ne soit au contact. Ura enregistra des conversations avec d'autres officiers défendant des secteurs voisins. Il partageait sa prise de conscience croissante que la doctrine tactique japonaise était devenue obsolète. L'accent mis sur l'esprit combatif et les tactiques agressives supposait une égalité approximative en puissance de feu et en logistique face à un ennemi ayant une supériorité matérielle massive et des méthodes opérationnelles systématiques. Les tactiques japonaises traditionnelles étaient suicidaires. Pourtant, le commandement continuait de donner des ordres basés sur des hypothèses dépassées sur la façon dont les batailles allaient se dérouler. Les entrées les plus significatives du journal vinrent dans les derniers jours avant la mort d'Ura. Le 12 juillet, il écrivit avoir reçu l'ordre de tenir sa position pendant 48 heures. Il comprit immédiatement que c'était une condamnation à mort. Le quartier général s'évacuait par barge vers l'île de Kolombangara, abandonnant les unités avancées pour retarder l'avance américaine. Ura ne critiqua pas la décision dans son journal. Il l'enregistra simplement comme la confirmation de ce qu'il avait déjà conclu sur l'issue de la campagne. Cette même entrée contenait l'analyse d'Ura sur pourquoi l'ordre de tenir était militairement inutile. Son unité manquait de force pour retarder un assaut américain déterminé pendant plus de quelques heures. Les hommes étaient trop faibles, trop malades, trop démoralisés pour monter une résistance efficace. Un retrait tactique pour consolider les forces aurait préservé la puissance de combat pour des opérations futures. Au lieu de cela, son unité serait sacrifiée pour un gain stratégique minimal, simplement parce que la doctrine exigeait que les positions soient tenues jusqu'à leur destruction. Ura passa le 13 juillet à préparer ses hommes pour la bataille finale. Le journal décrivit ses tentatives pour maintenir le moral parmi des soldats qui comprenaient qu'ils avaient été abandonnés. Il organisa la nourriture restante en un dernier repas. Il distribua des munitions, bien que de nombreux hommes manquassent de force pour porter des charges de combat complètes. Il écrivit des lettres pour les hommes qui voulaient envoyer des derniers messages à leur famille, sachant que ces lettres ne seraient probablement jamais livrées. Sa dernière entrée de journal, écrite ce soir-là, ne contenait aucune rhétorique héroïque ou déclaration patriotique. Au lieu de cela, Ura écrivit une évaluation clinique de ce qu'il avait appris. Il écrivit que l'Empire japonais ne perdait pas la guerre parce que ses soldats manquaient de courage. Chaque homme de son unité avait prouvé sa volonté de mourir pour son pays. Il perdait parce que l'ennemi avait construit des systèmes qui rendèrent le courage individuel sans objet. Les Américains avaient des systèmes pour nourrir les troupes dans la jungle, pour traiter la malaria, pour livrer des munitions, pour coordonner l'artillerie et le soutien aérien, pour évacuer les blessés, pour remplacer les pertes. Le Japon avait des slogans sur l'esprit combatif. Ura conclut son journal par une prédiction. Il écrivit qu'à moins que le Japon ne puisse égaler les capacités logistiques et organisationnelles américaines, la guerre se terminerait par une défaite complète, indépendamment de la bravoure avec laquelle les soldats individuels se battraient. Des victoires tactiques pourraient être possibles, mais le succès stratégique exigeait l'approche systématique que seuls les Américains avaient maîtrisée. Sa dernière phrase exprimait l'espoir que quelqu'un lirait ces mots et comprendrait que le courage seul ne pourrait jamais vaincre un ennemi ayant des systèmes supérieurs. Les forces américaines submergèrent la position d'Ura le 14 juillet. L'assaut dura moins de 2 heures. La plupart des défenseurs japonais étaient trop faibles pour résister efficacement. Ura fut tué par des tirs d'artillerie avant que l'infanterie américaine n'atteigne son bunker. Le journal fut découvert 3 semaines plus tard lors d'opérations de nettoyage et transmis aux analystes du renseignement à Guadalcanal.
La traduction du journal Dura suscita des discussions importantes parmi les officiers du renseignement américain. Certains le rejetèrent comme de la propagande défaitiste ou une opinion personnelle peu fiable. D'autres le reconnurent comme une évaluation exacte des échecs logistiques japonais. Le journal fut classifié et archivé, où il demeura largement oublié pendant des décennies. Les historiens modernes qui ont étudié le journal Dura le considèrent comme l'un des documents japonais les plus perspicaces de la guerre du Pacifique. Il fournit des preuves rares de la façon dont les officiers japonais de rang intermédiaire percevaient la disparité croissante entre les capacités militaires japonaises et américaines. L'analyse Dura sur les approches systématiques versus individualistes de la guerre a été citée dans de nombreuses études des opérations du théâtre du Pacifique. La chute de l'aérodrome de Munda, le 5 août 1943, confirma les prédictions Dura. Les forces japonaises se replièrent sur Kolombangara et finirent par se retirer complètement du centre des Salomon. La campagne démontra que les tactiques défensives japonaises ne pouvaient surmonter la supériorité matérielle et organisationnelle américaine. Chaque bataille ultérieure dans le Pacifique suivit le schéma qu'Ura avait identifié. Des avancées américaines systématiques écrasant des positions japonaises privées de ravitaillement et de soutien adéquat. Le journal révéla aussi le coût humain des échecs stratégiques du Japon. L'unité Dura subit un taux de perte de 85%, mais moins de 20% de ces pertes résultèrent de combats directs. La majorité mourut de maladies, de malnutrition et de manque de soins médicaux. Ce schéma se répéta à travers les garnisons japonaises dans tout le Pacifique. Les soldats mouraient non pas de l'action ennemie, mais de l'incapacité de leur propre armée à soutenir les forces sur le terrain. Les observations Dura sur les tactiques d'artillerie américaines se révélèrent particulièrement prémonitoires. La coordination systématique entre observateurs avancés, batteries d'artillerie et unités d'infanterie devint la marque des opérations américaines tout au long de la campagne du Pacifique. Cette intégration de la puissance de feu et de la manœuvre permit aux forces américaines d'avancer avec des pertes relativement faibles, tout en infligeant des pertes dévastatrices aux défenseurs. L'analyse du journal sur le moral et l'efficacité au combat remit en cause les récits de guerre japonais et américains. La propagande japonaise affirmait que la force spirituelle pouvait surmonter les désavantages matériels. La propagande américaine dépeignait les soldats japonais comme des guerriers fanatiques se battant jusqu'à la mort. Le journal Dura montrait une réalité plus complexe. Les soldats japonais étaient prêts à se battre, mais étaient détruits par des échecs systémiques hors de leur contrôle. Les analystes du renseignement qui étudièrent le journal après la guerre notèrent qu'Ura avait identifié l'asymétrie fondamentale de la guerre du Pacifique. La culture militaire japonaise mettait l'accent sur l'héroïsme individuel et l'agression tactique. La culture militaire américaine mettait l'accent sur la planification systématique et la supériorité logistique. Dans une guerre prolongée, les systèmes vainquent l'héroïsme à chaque fois. Le journal documenta aussi l'effondrement des opérations d'approvisionnement naval japonaises. L'unité Dura devait recevoir des livraisons régulières via les trajets de destroyer Tokyo Express. En juillet 1943, la puissance aérienne américaine avait rendu ses missions suicidaires. Les commandants japonais continuaient de planifier des opérations qui supposaient des lignes d'approvisionnement fonctionnelles, même si ces lignes s'effondraient. Ura reconnut ce décalage entre la planification et la réalité. Les analystes militaires modernes ont utilisé le journal Dura comme une étude de cas sur l'importance de la logistique et de la pensée systémique. Ces observations sur la relation entre ravitaillement, morale et efficacité au combat sont enseignées dans les écoles militaires comme exemple de la façon dont les guerres sont réellement gagnées et perdues. Le journal démontre que les compétences tactiques et le courage individuel comptent bien moins que la capacité organisationnelle et le soutien systématique. Le sort des hommes Dura après sa mort illustra ses dernières prédictions. Les survivants de l'assaut du 14 juillet étaient trop faibles pour se replier efficacement. La plupart furent capturés ou moururent en essayant d'atteindre les lignes japonaises sur Kolombangara.
Le personnel médical américain qui traita les soldats japonais capturés fut choqué par leur état physique. Beaucoup nécessitèrent des semaines de traitement pour malnutrition et maladie avant même de pouvoir être interrogés. Le journal du lieutenant Ura demeure l'une des évaluations les plus honnêtes des échecs militaires japonais dans la guerre du Pacifique, écrite par un officier en service. Son analyse s'est révélée tragiquement exacte. L'accent mis par le Japon sur l'esprit combatif et l'agression tactique ne pouvait surmonter la supériorité systématique américaine en logistique, coordination et soutien matériel. Chaque grande bataille, de Munda jusqu'à la fin, suivit le schéma qu'il avait identifié. La signification du journal s'étend au-delà de son contexte historique immédiat. Ura identifia une vérité fondamentale sur la guerre moderne qui reste pertinente aujourd'hui. Les guerres ne sont pas gagnées principalement par l'héroïsme individuel ou la brillance tactique. Elles sont gagnées par des organisations qui peuvent soutenir des opérations dans le temps, qui peuvent coordonner des systèmes complexes, qui peuvent s'adapter et apprendre de l'expérience. Le camp ayant les meilleurs systèmes vaincra le camp ayant les meilleurs slogans. Les derniers mots d'Ura exprimèrent l'espoir que quelqu'un lirait ses observations et en tirerait des leçons. Son journal fut effectivement lu par des officiers du renseignement américain qui utilisèrent ces insights pour affiner leur compréhension des faiblesses japonaises. Des décennies plus tard, les historiens et analystes militaires continuent d'étudier ces mots comme une étude de cas sur la façon dont les guerres sont réellement décidées. Les hommes de l'unité d'Ura ne moururent pas par manque de courage, mais parce que leur système militaire les avait trahis. Ils moururent de faim dans une jungle qui aurait pu les nourrir. Ils moururent de maladies traitables. Ils combattirent sans munitions ni soutien adéquat. Leur sacrifice n'acheta rien de valeur stratégique. Ura comprit cela et le consigna par écrit, espérant que son honnêteté pourrait empêcher de futurs soldats de mourir de la même manière. La guerre du Pacifique continuerait pendant 2 ans après la chute de Munda. Le schéma identifié par Ura se répéterait sur chaque île, dans chaque jungle, sur chaque plage, où les forces japonaises et américaines se rencontrèrent. Un camp avait des systèmes, l'autre avait des slogans. L'issue ne faisait aucun doute une fois que cette disparité devint claire.